Alors, un discours très intéressant de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Un homme aguerri en politique, le ministre des Affaires étrangères russe, a parlé. Suivant, et puis on fera un commentaire jusqu'après. On y va. Sergueï Viktorovitch, ces derniers temps, les autorités lituaniennes évoquent de plus en plus souvent, sous divers prétextes, la possibilité de fermer complètement la frontière et de bloquer le transit des Russes vers Kaliningrad. Quelles mesures sont prises pour éviter cela? Peut-être conjointement avec Minsk? Et comment la Russie répondra-t-elle si la Lituanie passe à l'acte? Eh bien, ces petits pays, ces jeunes Européens, la Lituanie, la Lettonie, et dans une certaine mesure, l'Estonie, surestimant évidemment beaucoup leur propre importance pour les vieux Européens, les anciens membres de l'Union européenne, ceux qui, en Europe, conservent encore un peu de bon sens et se soucient véritablement de la sécurité du continent, même s'ils sont de moins en moins nombreux, comprennent très bien le rôle provocateur que leurs tuteurs britanniques ont attribué aux pays baltes. C'est d'ailleurs bien connu. Le rôle de Londres dans la provocation de diverses situations est manifeste. Récemment, par exemple, le FSB a déjoué un complot visant à pousser un pilote russe, commandant un avion de chasse équipé d'un missile Kinjal, à se rendre, soi-disant, sur invitation, à la base aérienne de Constanța, en Roumanie, dans le but évident de provoquer la destruction de l'appareil et d'accuser ensuite la Russie d'avoir attaqué l'OTAN. Le FSB a exposé tout cela en détail. Je ne sais pas comment les Britanniques vont s'en sortir, mais leur capacité à se comporter comme des oies qui sortent de la douche sans se mouiller est bien connue. Vous savez, il y avait autrefois un empire qui dominait presque le monde entier. Aujourd'hui, cet empire n'existe plus. L'Angleterre dont ils étaient si fiers n'est plus ce qu'elle était. Elle a perdu sa puissance économique et sa force militaire est relativement faible, y compris son arsenal nucléaire, dont elle ne dispose même pas totalement à sa guise. Il faut donc compenser cette perte d'importance, et ils le font par leur vieille habitude britannique. Diviser pour régner. Il y aurait d'ailleurs des termes moins polis pour décrire la manière dont ils se comportent et les objectifs qu'ils poursuivent. Mais revenons à votre question. La Lituanie, en effet, multiplie les menaces de bloquer le transit vers Kaliningrad. Certains responsables, pas seulement en Lituanie, mais aussi dans l'Union européenne, encouragent les Baltes en parlant ouvertement de « raser Kaliningrad de la surface de la Terre ». Et tout récemment, la Lituanie a fermé sa frontière avec la Biélorussie, laissant des centaines de camions appartenant à des transporteurs lituaniens bloqués sur le territoire biélorusse. Alexandre Grigorievitch Loukachenko s'est exprimé à ce sujet, comme toujours, de manière imagée. C'est une action scandaleuse. Et personne, absolument personne dans l'Union européenne, ne condamne cela. Pardonnez-moi, mais cela rappelle une formule célèbre des Américains à propos de certains dictateurs d'Amérique latine. C'est peut-être un fils de chien, mais c'est notre fils de chien. C'est exactement ainsi que les maîtres européens traitent les Baltes. Ils leur laissent carte blanche pour commettre un maximum de vilainie contre la Russie, afin de provoquer une réaction de notre part. Réaction qu'ils essaieront ensuite de vendre à Washington comme prétexte pour invoquer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et déclencher des hostilités majeures. C'est évident. Mais il faut rappeler que les obligations de transit vers Kaliningrad ne concernent pas seulement la Lituanie. C'est une responsabilité de toute l'Union européenne. Dès 1994, dans l'accord de partenariat et de coopération entre la Russie et l'UE, il était déjà prévu de garantir le transit à travers les territoires respectifs en tant que pays voisins. Puis, en 2002, un document spécifique sur le transit a été signé. Pas un traité, mais une déclaration conjointe ayant effet direct. En 2004, quand les pays baltes ont été admis dans l'Union européenne, une autre déclaration a été adoptée, fixant les principes du partenariat entre la Russie et l'UE et confirmant à nouveau ses engagements. Ensuite, des documents techniques détaillant jusqu'à l'apparence et les fonctions des documents de voyage temporaire ont été élaborés. Tout y était décrit dans les moindres détails. Comment contrôler les passagers dans les trains, comment gérer le fret, etc. Ainsi,
L'Union européenne doit se souvenir de la responsabilité qui lui incombe pour les agissements de ses États membres devenus incontrôlables. Je me souviens d'ailleurs, en 2004, avant leur adhésion à l'UE, nous avions demandé à nos partenaires européens s'ils étaient vraiment sûrs que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie étaient prêtes à devenir membres à part entière. Ils nous avaient répondu « Oui, ils ont encore des lacunes, mais ça ira ». Nous avions insisté. Cela a-t-il du sens d'intégrer des pays encore immatures? Et ils avaient répondu « Vous savez, ils ont encore des phobies héritées de l'époque soviétique, mais une fois membres de l'UE et de l'OTAN, ils se calmeront. » Résultat, c'est tout le contraire. Non seulement ils ne se sont pas calmés, mais ils pensent désormais pouvoir dicter la musique, dans l'UE comme dans l'OTAN, du moins en ce qui concerne la rhétorique ouvertement russophobe. Et si, en réponse à cela, l'Union européenne nous dit « Oui, mais vous avez envahi l'Ukraine », eh bien qu'ils se souviennent comment tout a commencé, bien avant les accords de Minsk, avant la Crimée, dès 2013, lorsque le président Yanukovych avait analysé le projet d'accord d'association avec l'UE et compris que ces clauses mettraient en péril le commerce et les privilèges économiques dont l'Ukraine bénéficiait dans le cadre de la zone de libre-échange de la CEI et avec la Russie. Il avait alors demandé de reporter la signature prévue pour fin novembre 2013. Nous avons soutenu cette demande, non pas pour bloquer les relations de l'Ukraine avec l'Europe, mais pour éviter une contradiction entre les engagements existants avec la Russie et ceux du futur accord européen. Le président Poutine avait alors proposé à José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, d'organiser une réunion trilatérale Russie-Ukraine-UE pour harmoniser tout cela. Mais Barroso avait répondu par des canaux détournés. L'UE ne s'occupe pas du commerce entre la Russie et le Canada. Ne vous mêlez donc pas de nos affaires avec l'Ukraine. Et ensuite, comme on le sait, les États-Unis, via Victoria Nuland, ont reconnu avoir dépensé 5 milliards de dollars pour influencer la situation en Ukraine avant le coup d'État. Mais l'instigateur du Maïdan, à l'origine, c'était l'Union européenne, pas Washington. C'est l'UE qui a mis le feu aux poudres avec le slogan « L'Ukraine doit être avec l'Europe, pas avec la Russie », alors qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous accuser de quoi que ce soit. La Russie a agi contrainte et forcée, après avoir épuisé toutes les voies de bonne volonté. Je pourrais citer d'autres exemples de la duplicité européenne. Vers 2009 ou 2010, l'UE, en particulier la France, rencontrait des problèmes au Tchad et en République centrafricaine. Leurs forces expéditionnaires manquaient de soutien aérien et ils nous ont demandé d'envoyer un détachement d'hélicoptères. Nous l'avons fait. Ensuite, nous avons proposé de créer un mécanisme conjoint de réponse aux crises extérieures, sur un pied d'égalité. Au début, ils semblaient d'accord. Puis ils ont dit « Non, il n'y aura pas de parité. Il y a un seul accord. La Russie peut participer aux opérations de l'UE, mais sous sa direction. » Voilà leur conception du partenariat. Un autre exemple, l'initiative de Meseberg, quand Poutine et Merkel avaient convenu de créer un comité conjoint de coordination en matière de politique étrangère et de sécurité. Nous avons rempli toutes les conditions demandées par Berlin, notamment en relançant le mécanisme 5+2 sur la Transnistrie. Mais ensuite, l'UE a simplement enterré le projet. Voilà la valeur de la parole, et même de la signature, de l'Union européenne. En l'occurrence, celle de la chancelière Merkel. Et enfin, l'exemple du régime sans visa. Les négociations ont commencé avant 2004. À l'époque, Romano Prodi, président de la Commission, disait déjà qu'on y parviendrait dans 2 ans. 2 ans ont passé, puis encore quelques 2 ans supplémentaires. Nous avons adapté toutes nos normes internes, conformément aux critères convenus, signé des accords bilatéraux avec tous les États membres. Tout était prêt. Quand nous avons demandé « Alors, quand abolirez-vous les visas ?» Ils ont tergiversé puis répondu « Développons un nouveau document, des étapes communes pour la mobilité. » Nous avons encore accepté de coopérer, remplissant toutes les nouvelles exigences. Et en 2013, quand tout était enfin prêt, l'UE a cessé de répondre officiellement. En coulisses, on nous a simplement dit « Vous êtes totalement prêts,
Mais pour des raisons politiques, nous ne pouvons pas vous accorder le régime sans visa avant la Moldavie et la Géorgie. Voilà tout. Alors si l'Union européenne veut nous accuser d'avoir violé des accords et qu'elle commence par regarder dans le miroir, nous n'avons violé aucun fait concret. Et s'il le faut, nous saurons rappeler à nos collègues européens leurs propres manquements. Vous savez, ce traité conserve pleinement sa pertinence. Ce n'est pas un hasard si, lorsque le premier terme de ce traité expirait en 2021, le président Poutine et le président Xi Jinping l'ont approuvé. Il a été signé, je crois, le 16 juillet et est entré en vigueur. Et en juin 2021, environ un mois avant son expiration, le président Poutine et le président Xi ont signé un document prolongeant l'action de ce traité de 5 ans. Ces 5 ans expirent maintenant. Dans la déclaration de 2021, il était dit que le traité conservait pleinement sa force, qu'il était pleinement pertinent et qu'il répondait pleinement aux intérêts d'un renforcement ultérieur du partenariat stratégique et de l'interaction globale entre nos pays. Franchement, je pense que cette évaluation reste valable. Mais bien sûr, les événements évoluent rapidement. Notre interaction stratégique et notre partenariat multidimensionnel avec la République populaire de Chine s'approfondissent, acquièrent de nouvelles dimensions. Nous nous sommes donc mis d'accord, en principe, avec les collègues des autres départements, pour examiner s'il existe un domaine concret qui pourrait enrichir ce traité. Je ne sais pas sous quelle forme cela pourrait se faire. Cela pourrait être par l'adoption d'un nouveau document qui confirmerait et développerait les dispositions de ce traité. Nous n'avons pas de décision précise pour l'instant. Et ce n'est pas nécessaire, car ces décisions, quand on les couche sur le papier, fixent la situation dans la vie réelle. Or, dans la vie réelle, nos relations n'ont jamais été aussi avancées, aussi denses, aussi confiantes. Et comme le disent nos amis chinois, nous travaillons dans tous les domaines de la vie internationale, épaule contre épaule, dos à dos. Ce ne sont pas des mots en l'air. Je vous assure donc que la date du 16 juillet 2026 ne passera pas inaperçue. La manière dont notre interaction avec les amis chinois sera confirmée, développée et approfondie sera décidée par les administrations des 2 présidents et du président Xi. Et il y aura forcément un rapport au niveau des dirigeants. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette histoire finira finalement, cette histoire à la guerre contre les Russes? Quel est l'objectif final d'après vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? God bless.